Voilà, bonjour à tous et Bonjour. bienvenue à notre événement sur l'employabilité et sur la réinvention de sa carrière. Permettez-moi de faire une brève introduction de Business In et ensuite je passerai la parole à nos intervenants que sont Isabelle Papillou, André de la Fontaine et Elsa Berthaud qui vont tout vous dire sur votre employabilité et son optimisation et ces fameuses zones de génie que nous sommes tous très curieux de découvrir. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ok, c'est parfait. Voilà, très brièvement, mon nom est Suzanne Rabat-Renevet, je suis la CEO et cofondatrice de Business In. Alors, qu'est-ce que c'est Business In? C'est en fait une plateforme de connexion des PME, mais aussi des acteurs traditionnels, avec des acteurs d'innovation que sont les startups, mais aussi, par exemple, les centres de recherche. Et comment est-ce que nous faisons cela? C'est au cours d'événements et ateliers. Alors justement, juste avant Covid, bien entendu, des activités live que nous avions déroulées dans les divers cantons en fonction aussi des thématiques qui étaient d'importance dans ces cantons, c'est-à-dire par exemple le manufacturing dans le canton de Neuchâtel, FinTech à Genève, Retail en Valais, Habitat intelligent à Fribourg, FoodTech dans le canton de Vaud. Et je souligne FoodTech car ce sera en fait notre prochain point fort durant les prochaines années, comme je vais vous l'expliquer très brièvement. Et nous avons fait ceci en collaboration avec les acteurs publics et privés dans chaque canton. Qu'est-ce que c'est notre pourquoi? En fait, c'est effectivement le constat que, contrairement aux grandes entreprises, les PME n'ont pas un accès facile à l'innovation des startups ou des centres de recherche, bien qu'il y ait évidemment beaucoup d'outils étatiques pour les aider à se connecter aux centres de recherche. Mais les startups, c'est effectivement peut-être un peu point faible, dans la mesure où non seulement la PME pourrait bénéficier des produits et services innovants des startups, mais aussi de leur culture, c'est-à-dire leur agilité, le focus client, le fait que les startups font des pilotes, qu'ils fassent de l'itération. Et c'est effectivement une culture que les PME n'appliquent pas assez, en tout cas. De notre côté, les startups, elles, ne considèrent pas forcément les PME comme étant des clients potentiels ou des partenaires commerciaux. Donc, nos prochains events, jusqu'à présent, nous avons fait beaucoup de choses en ligne, bien sûr, mais là, on rentre, espérons-le, dans la partie présentielle de nouveau. Et ce sera le 12 novembre prochain sur une thématique extrêmement importante pour tous et tout le pays, c'est effectivement tout ce qui est food tech. Et nous allons traiter le sujet de l'innovation pour une alimentation durable et ce sera Impact Hub dans leur nouvelle localisation à côté de la gare le 12 novembre prochain. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet, suivez un petit peu ce qu'on est en train de faire à ce sujet. Mais sans plus tarder, j'aimerais maintenant donner la parole à notre premier intervenant, en l'occurrence, sera Isabelle Papillou. Et Isabelle, je vais vous laisser partager votre écran pour démarrer votre présentation. Merci. Voilà, si on peut juste me confirmer que le partage d'écran fonctionne. Merci beaucoup, Suzanne. Oui, merci. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Donc, j'ai la chance et l'honneur de pouvoir introduire en fait cet event et vous parler du développement professionnel. En quelques mots, me présenter. Donc, je suis active dans le domaine de l'insertion et de la réinsertion professionnelle depuis 18 ans. Auparavant, j'ai eu un joli parcours dans le secteur bancaire, donc un vrai changement de carrière pour ma part. Je suis responsable de formation au sein de la Fondation IPT, donc qui s'occupe d'accompagner des personnes en transition de carrière ou en recherche d'emploi. Et en parallèle, j'ai une activité indépendante où je développe et dispense des formations, surtout au sein des entreprises. Voilà pour l'entrée en matière. Alors, au cours des formations que je dispense en entreprise, en fait, j'ai fait un constat, c'est que
on se retrouve face à certains collaborateurs qui n'ont pas ou peu suivi de formation après leur formation professionnelle initiale. Ils sont très bons dans leur domaine d'activité, hein, ils ont des années de pratique, et au final, ils se sont installés ou alors ils se retrouvent malgré eux dans une forme de routine, alors qui peut être relativement confortable ou pas en fonction des situations. Et ça, c'est vraiment un constat général. Et à contrario, on peut se retrouver avec des collaborateurs qui, eux, alors vraiment poursuivent des formations, poursuivent vraiment du développement. Et avec la situation actuelle, toujours en termes de constat, c'est qu'en fait, la routine et bien, les habitudes, elles ont été bien mises à mal avec l'arrivée du Covid. C'est un phénomène en fait qui a été amplifié avec le Covid et on s'est aperçu qu'en fait, il y avait encore plus de changements au sein des entreprises et des changements de fond également. Et la question qui se pose, notamment pour ces collaborateurs qui ont peu ou pas suivi de formation, eh bien, c'est est-ce que je vais retrouver ma routine ou alors est-ce que c'est le changement qui va devenir ma nouvelle routine? Et partant de là, c'est de se dire, mais pour ne pas subir en fait le changement, mais plutôt pour devenir acteur du changement, eh bien en fait, qu'est-ce qui se passe? Je vais devoir développer mon agilité. Et c'est de dire, mais ok, ça c'est une bonne chose, mais comment est-ce que je vais faire en fait pour développer cette agilité? Eh bien, on nous dit bah, il faut du développement professionnel, il faut se former, hein, la formation, développement professionnel. Sauf que pour pouvoir se développer professionnellement, eh bien, il faut se développer personnellement. Et pour pouvoir se développer personnellement, ben, il faut apprendre à se connaître. Et pour apprendre à se connaître, il faut faire un travail sur soi. Donc souvent, le raccourci est de dire on va développer l'agilité en faisant uniquement du développement professionnel, alors que finalement, on a le développement personnel et l'apprentissage de la connaissance de soi qui sont indispensables. De comprendre aussi son propre fonctionnement, comprendre comment est-ce qu'on interagit avec les autres, ça va aussi nous permettre de mobiliser nos ressources de manière optimale. Et peut-être aussi de se focaliser justement sur nos ressources en disant bah, qu'est-ce que j'ai en moi qui fonctionne extrêmement bien puis que je peux encore plus valoriser, peut-être parfois plutôt que de vouloir se développer ou se former à tout prix sur des aspects pour lesquels même si je développe cette partie, bah, je serais peut-être juste quelconque par rapport aux autres. Avec d'autres personnes, je me retrouve avec d'autres personnes qui ont autant de capacités que moi dans ce domaine, voire plus. Et puis ça, c'est vraiment un peu mon leitmotiv aussi, c'est de dire, il ne faut pas qu'on oublie qu'on a tous des pépites en nous. Vraiment, tout le monde. Tout le monde à quelque échelon que ce soit. Et l'important, c'est de pouvoir identifier ces pépites. Pourquoi est-ce qu'on va identifier ces pépites? Eh bien, c'est pour pouvoir les valoriser. Et dans valoriser, ce n'est pas seulement les mettre à disposition, mais les valoriser dans le sens où, entre guillemets, je suis payée pour ça. Dans le sens de dire, je vais en faire quelque chose et je suis payée en fait pour mes pépites. Donc, je vais pouvoir les valoriser idéalement et d'abord au service de l'entreprise, ça c'est clair, mais on peut aller un cran plus loin, puis de dire finalement au service du monde, parce que toutes ces petites choses, toutes ces choses qu'on va pouvoir amener pour faire avancer les choses, ça va les faire avancer dans l'entreprise, mais ça fait avancer le monde aussi, chacun à notre échelon. Et on en arrive à, finalement, puisque c'est tellement important de se former, comment est-ce qu'on peut se former? Eh bien, on a toutes les formations classiques, hein, ce qu'on a l'habitude d'avoir, les formations avec un intervenant, que ce soit en présentiel, ou alors tout ce qui est en lien avec le digital learning. Et puis là, alors, on a tout un panel hein, de formations à disposition, que ce soit du e-learning, du blended learning, etc. Peut-être juste garder donc ces différentes formations, ces différentes techniques ou ces différentes approches de la formation, elles peuvent être idéales pour certaines personnes et puis convenir peut-être moins bien à d'autres personnes. Il y a une chose qu'il faut qu'on garde vraiment à l'esprit, c'est qu'en fait, on a besoin d'apprendre avec et par les autres. Et peut-être pour aborder très rapidement le sujet du e-learning,
le e-learning tout seul, ça paraît être quelque chose de compliqué dans le sens où il y a très peu de personnes qui peuvent apprendre seules. Donc, on se retrouve dans le e-learning à proprement parler, pur et dur, je vais dire, avec beaucoup de personnes qui vont débuter des formations, qui vont avancer, mais il y en a peu qui vont pouvoir les terminer. Sauf si le e-learning s'inscrit dans le cadre d'une formation globale, ou alors à ce moment-là, on parlerait plutôt de blended learning, où on aurait des séquences de e-learning où on se forme de manière autonome, à notre rythme, quand on veut, et puis on aurait d'autres types de formations, peut-être plus liées aux formations classiques, où à ce moment-là, on peut de nouveau échanger, partager avec des pairs et avoir soit sous forme de mentorat, soit un formateur, en tout cas une personne de référence. Et puis, alors, dans le sens de pourquoi se former, puisque tout le monde nous dit que c'est tellement important, au final, si on se forme, la formation, donc l'acquisition de connaissances, le fait d'apprendre quelque chose de nouveau, ça va nous permettre de développer notre agilité, agilité en termes de vision, en termes de posture également, et ça nous permettra vraiment d'appréhender plus facilement tous les changements qui arrivent. On va augmenter l'adaptabilité, notre capacité d'adaptation au contexte, aux événements, mais aux besoins aussi, besoins des entreprises, ou nos propres besoins. On va également augmenter son épanouissement personnel et professionnel, et j'allais dire surtout aussi, puisque c'est la thématique qui nous intéresse, accroître notre employabilité, que ce soit à l'interne, dans le sens qu'avec toutes les mouvances et toutes les nouveautés, les innovations, les choses qui arrivent au sein des entreprises, ben, ça me permet, moi, de rester employable ou d'accroître mon employabilité, mais également à l'externe, si j'envisage ben voilà, une transition de carrière, si j'ai envie de changer d'entreprise, de secteur ou carrément de métier. Alors, autre chose aussi, c'est qu'en fait, tout ça, c'est bien, mais le moteur de tout ça, c'est l'action. Donc, j'ai envie de vous dire, eh bien, go, 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 allons-y, allons à la recherche de nos pépites. Alors, personnellement, je l'ai fait en début d'année. J'ai voulu découvrir ma ou mes zones de génie. C'est ce que vous allez découvrir, vous, tout à l'heure aussi. Et ça m'a permis vraiment de... Voilà, tout ça, ça a permis de déboucher sur un nouveau projet. C'est en fait la conjonction de plein de choses. Et je suis ravie d'avoir découvert mes zones de génie, d'avoir découvert le concept aussi et d'avoir pu l'appliquer concrètement, réellement et puis rapidement dans ma situation. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Isabelle. Pour cette introduction inspirante. Donc, on est rentré dans le vif du sujet et j'aimerais maintenant donner la parole à André pour nous parler des zones de génie. Donc, André, je laisse partager votre écran, s'il vous plaît. Parfait. Merci, Suzanne. Tout bon, hein? Vous voyez? Oui. Parfait. Très bien. Bonjour à chacun de vous. J'interviens dans le nom de certains d'instituts de formation de très haut niveau et au fait, je ne sais pas donner un cours. Par contre, ce que je sais faire, c'est créer un environnement où les participants co-créent le cours et en tant que groupe, j'espère répondre à vos questions et à vos interrogations par rapport aux zones de génie. Une petite demande personnelle avant de commencer, si vous pouviez allumer les caméras le plus possible, ça m'aide quand même en tant que profiler formé et coaché, ça m'aide de m'assurer que je connecte correctement avec l'audience et que je puisse répondre à vos questions. Merci beaucoup pour ceux d'entre vous qui peuvent les allumer. Parfait. On va parler aujourd'hui des zones de génie et surtout comment les révéler et les actionner. Peut-être une toute petite intro. Si vous pouviez mettre dans le chat le lieu où vous êtes, d'où vous appelez, simplement la ville, et puis un mot qui résume comment vous vous sentez en ce moment. Ça m'aide de comprendre l'atmosphère générale sur les participants. Et pendant que vous faites ça, je vais peut-être résumer ce dont nous allons parler dans les 20 minutes qui viennent. Les zones de génie, à force de voir une centaine de personnes qui ont fait ces ateliers, qui se sont formés à cette méthodologie, surtout qui ont mis en pratique leur zone de génie pour accroître leur employabilité, leur joie, leur énergie au travail, je mettrais réduction du stress, un parcours professionnel, employabilité, équilibre travail-loisir. Moi, j'aime bien dire équilibre loisir-loisir. Hein. On a des faux concepts par rapport à l'équilibre travail-loisir ou le travail envahi. Moi, je dis que les loisirs doivent envahir.
Unicité, l'énergie, le bonheur, avec un B majuscule même. L'enthousiasme professionnel, la santé mentale, être plus performant. Merci. Je vous envoie un café virtuel. Super. Merci beaucoup pour vos partages. Super. Cordier, je vous fais coucou. Moi, je suis juste à Pidou, donc je devrais pouvoir vous voir par la fenêtre. Et merci pour tous ces partages. Hein, c'est super. Chavornay, j'ai habité longtemps Yverdon, c'est magnifique. Hein, merci beaucoup. Quelques mots par rapport à mon parcours. On m'a dit que c'était toujours poli de se présenter. Donc, moi, j'ai passé 17 ans en multinationale. Suite à quoi, j'ai quitté cet environnement pour cofonder une startup, Go Beyond Investing, qui a fait 200 investissements, 800 investisseurs dans d'autres startups. Et ça m'a appris le monde des grandes entreprises et le monde de la startup. Et quels sont les requis nécessaires pour pouvoir générer son propre revenu, ou en tant qu'indépendant, ou en tant qu'employé dans une grande entreprise, d'ailleurs, notre unicité. Suite à ça, j'ai personnellement fait une vingtaine d'investissements dans des startups. J'ai cofondé ou fondé 4 entreprises. Et il y a 6 ans, je suis devenu indépendant pour donner un savoir-faire entrepreneurial à des grandes organisations. On parle beaucoup d'entrepreneuriat, même d'intrapreneuriat aujourd'hui. Le fait d'avoir un esprit entrepreneurial dans les grandes organisations. Ça, c'était une conférence en novembre de l'année dernière en Russie. C'était très intriguant de voyager pendant la période de Covid pour aller en Russie. Une assez grande conférence sur le sujet. Évidemment, Kodak et Nokia aujourd'hui ne sont plus que des marques. Hein, elles n'existent plus. Et pourtant, dans l'excellence opérationnelle, il y a des entreprises qui étaient excellentes dans l'excellence opérationnelle, mais qui n'existent plus aujourd'hui sous leur forme précédente, simplement parce que ça n'avait plus innové. Et aujourd'hui, je passe à peu près un tiers, la moitié de mon temps autour d'ateliers, de formations, autant pour des individus qu'au travers d'entreprises, de la méthodologie, de la boîte à outils geniuslife.me. On va en parler. Assez parlé de moi, commençons par le pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est utile, voire nécessaire, d'identifier et de mettre en pratique nos propres zones de génie? Pour donner un petit peu de contexte, le World Economic Forum estime que dans les 4 ans à venir, 50% des employés vont devoir se reskiller, devoir se reformer de manière parfois importante, dont 40% des employés qui restent en poste. On ne parle pas forcément des personnes qui changent de poste. Hein. Et simultanément, suite à Covid, 89% des personnes se sentent moins bien dans leur santé mentale, dans leur travail. C'est énorme. Hein? Déjà que la situation de la santé mentale n'était pas parfaite avant Covid. Maintenant, 89% se sentent moins bien qu'avant. Donc, simultanément, il y a un très grand besoin de se reformer. Et la grande majorité des personnes se sentent moins bien par rapport à avant. Donc, c'est un très mauvais mélange. Et pourquoi c'est important dans ce contexte-là de connaître ces zones de génie? Si on regarde dans le marché suisse, hein, les chiffres que je vous ai présentés avant étaient au niveau mondial. Dans le marché suisse, si nous regardons les 10 profils les plus recherchés, Elsa va vous en parler après plus en détail, on est beaucoup autour du machine learning, de la transformation digitale, big data, Internet, etc. Et les 10 profils les plus disponibles, c'est-à-dire ceux qui sont les plus licenciés aujourd'hui, évidemment, il y a les caissiers, les caissières, les vendeurs de tickets, toutes ces choses-là sont automatisées, mais en fait, ça, c'est que numéro 9. Si on regarde les 3-4 premiers métiers qui deviennent les plus disponibles, simplement parce qu'ils sont les plus licenciés, on parle de comptables, de personnes qui entrent des données, de secrétaires et d'auditeurs. Ce sont tous des métiers qui, dans le passé, étaient très bien vus. Les cols blancs, par opposition aux cols bleus, ne sont plus du tout à l'abri des licenciements. Au moins, les cols bleus, quelque part, avaient une longueur d'avance et ont dû s'habituer à changer de métier. Les cols blancs ne sont plus du tout à l'abri de ceci. Et si on prend le numéro 1 des métiers qui sont redondants aujourd'hui, comptable, ça fait 4000 ans du temps des pharaons. D'être comptable, c'était quelque chose de très apprécié. Les parents étaient fiers que leur fils soit comptable. Et aujourd'hui, c'est un métier en totale disruption. Les cols blancs sont plus du tout à l'abri de cette disruption. Des métiers très respectables sont en train de changer, dans le fond. Et si on regarde, au fait, il y a une inadéquation totale entre les métiers recherchés et les profils disponibles. Totale. Pour la première fois dans l'histoire, nous avons plus de postes ouverts que de personnes disponibles. Donc, il y a un taux de chômage net négatif. Mais, malheureusement, les personnes disponibles ne correspondent plus au profil recherché. Donc, dans ce contexte-là, c'est vraiment important de pouvoir mettre en œuvre ces zones de génie pour pouvoir se différencier d'autres personnes, connaître son unicité et avoir plus d'énergie.
surtout avoir plus d'énergie dans son travail. Si on essaye de tenir, on voit les entreprises et les individus qui font ça, à un moment donné, ça se passe pas bien. J'ai testé pour vous, c'était pas très agréable, ni pour moi, ni pour mon entourage. Donc, à un moment donné, c'est important d'utiliser ces zones de génie comme moyen, comme véhicule pour surpasser ces limitations. Si je résume nos 4 niveaux de compétences, le niveau le plus bas, c'est mon niveau d'incompétence dans un certain domaine. Dans un certain domaine, d'autres personnes sont meilleures que moi. Je ne trouverai pas du travail simplement parce que les autres personnes de mon entourage sont meilleures que moi. Le niveau au-dessus, c'est le niveau de compétence. Les autres sont aussi bons que moi. Mais dans un environnement de travail disrupté où chaque poste ouvert reçoit 100, 200, 300 CV, si je suis juste aussi bon que les autres personnes autour de moi, statistiquement parlant, j'ai 0 chance d'avoir cet emploi. Le troisième niveau est celui dont on parle souvent en grande entreprise, c'est le niveau d'excellence. On essaye d'atteindre son niveau d'excellence. Malheureusement, le niveau d'excellence à lui seul n'est pas durable car il nous mange de l'énergie. Moi, il y a des tas de tâches où je suis meilleur que les personnes autour de moi, qu'on me demande d'ailleurs constamment de faire, et que je refuse parce qu'elles me drainent de l'énergie. Okay? Et de rester dans son niveau d'excellence finit forcément usure, bore-out ou burn-out. Il n'y a pas d'autre issue, simplement parce que à long terme, ceci nous draine notre énergie. Finalement, il n'y a qu'un seul niveau qui est durable, c'est le niveau de génie. La question que j'ai pour vous, passez-vous assez de temps dans vos zones de génie? Et aujourd'hui, on va regarder 3 outils qui permettent d'analyser, mesurer et surtout actionner ces niveaux de génie. Au fil des nombreux ateliers organisés jusqu'ici, j'ai eu la chance d'avoir des questions assez pointues de la part de participants. Et un des participants, l'été passé, dans une école très haut placée, m'a demandé, mais ok, je comprends, c'est assez compréhensible, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, la majorité du temps, les personnes ne passent pas beaucoup de temps dans leur zone de génie? J'ai identifié 3 barrières par rapport à ceci. La première barrière, c'est que la zone de génie n'est pas du tout le niveau d'excellence. Si un niveau que je pourrais bannir, c'est le niveau d'excellence. Les 2 autres s'occupent d'elles-mêmes. D'accord? Parce que, par définition, je n'ai pas de travail. Le deuxième, donc dans le niveau de génie, pour différencier niveau de génie et niveau d'excellence, dans mon niveau de génie, dans mes zones de génie, j'ai plus d'énergie après. Moi, une de mes zones de génie, c'est la formation. En fin de journée, après avoir donné des formations, j'ai tellement d'énergie que je n'arrive pas à dormir. Je dois trouver des moyens pour ralentir mon énergie pour pouvoir dormir. Même si le matin, je commence fatigué. Hein. Le deuxième, c'est que le temps devient fluide. C'est décorrèle du temps horloge. Il passe plus vite ou plus lentement que le temps horloge. Je regarde d'ailleurs le temps ici constamment parce que je sais que dans mon niveau de génie, le temps devient fluide. Et le troisième, peut-être d'ailleurs le plus dramatique, c'est que je le ferai gratuitement. Souvent, les personnes passent plus de temps dans leur zone de génie, dans des tâches pour lesquelles elles ne sont pas payées, par exemple du non-profit, dans des ONG, etc., que lorsqu'elles sont payées. C'est bien ça le drame parce que du coup, nous subventionnons nos zones de génie avec nos zones d'excellence. Et comme dans tout système de subvention, il y a une limite supérieure au temps que nous pouvons passer en, excusez-moi le terme, faisant partir dans son travail et en ayant du plaisir ailleurs. Il y a d'autres critères aussi, nous les revisitons dans les ateliers, mais je pense que ceux-ci sont les plus importants et nous appliquons chaque fois lorsque nous mesurons le temps que nous passons dans nos zones respectives, chacun de ces critères. La deuxième barrière est que c'est trop fun. C'est beaucoup de trop fun, je vois Isabelle qui sourit, je sais très bien pourquoi. Ça nous donne tellement de plaisir, tellement d'énergie d'être payé pour quelque chose qui nous apporte du fun, que c'est contre l'inconscient collectif. Hein. C'est pas normal d'être payé pour quelque chose qui nous apporte du plaisir. On devrait éventuellement le faire gratuitement. Mais si j'en viens à Calvin, je pense pas que c'est vraiment ce qu'il a voulu dire. Hein. Je pense que s'il était là, d'ailleurs, il aurait peut-être d'autres commentaires. Mais dans l'inconscient collectif, il y a quelque chose autour de « si je suis bien payé, j'ai pas encore me plaindre que c'est pas fun ». Okay. Et d'ailleurs, je vois une corrélation négative entre le niveau hiérarchique des personnes et le temps qu'elles se permettent de passer dans leur zone de génie. Si je suis déjà super bien payé et que plein de personnes veulent avoir mon poste, je vais pas en plus me plaindre que c'est pas très sympa comme boulot. Au contraire. D'accord? Donc là, il y a vraiment une corrélation très forte. Et si vous pensez, on visite ça de manière très claire hein, dans nos ateliers, si vous pensez que c'est normal de souffrir pour être bien payé, vous allez accessoirement attirer plein de situations qui vont confirmer cette pensée, cette croyance. Si vous pensez que nous sommes là pour apporter quelque chose d'incroyable autour de nous, pour être avec un E majuscule, et pour faire briller nos connaissances, nos dons que nous avons reçus, pour faire une différence dans le monde positif autour de nous, dès lors,
vous allez attirer des situations similaires. Je pense qu'Isabelle, tu pourras en parler. Je te vois juste là. Donc voilà, je vous donnerai quelques témoignages après. Donc, si vous pensez que c'est normal d'être payé pour avoir du fun, dès lors, je vous promets que vous allez attirer des situations similaires. Le troisième, c'est les craintes. Les craintes que va dire mon entourage, que va dire mon employeur, que va dire les personnes qui me connaissent si je change ma perspective par rapport au monde qui m'entoure, si je change mes croyances. Et dans ce sens-là, j'ai vu les questions qui avaient été soumises avant le webinaire d'aujourd'hui. On en parlera par rapport aux responsabilités de l'employeur, aux responsabilités de l'employé. J'utilise beaucoup ces deux images dans les grandes organisations, dans les grandes entreprises, aussi dans les petites d'ailleurs. Les employés ressemblent beaucoup à des éléphantaux attachés. Les éléphantaux, lorsqu'ils naissent, dans certains pays, on les attache avec, dans le cas présent, une petite corde. Il y a une chaîne, un petit bout de corde. Ok ? Et à force de grandir, les éléphants ont l'habitude d'être attachés par cette corde et ne se rendent pas compte que lorsqu'ils sont adultes, d'un coup de patte, ils pourraient aisément briser ce lien. Ils pourraient le supprimer. Mais comme ils ont été habitués dès la naissance, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont cette force. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont ce pouvoir. Ok ? Et du coup, l'éléphant reste attaché à ce poteau, de même que les employés restent attachés à leurs croyances, leur poste, ils pensent qu'ils ne peuvent pas demander autre chose, qu'ils ne peuvent pas demander de changer quelque chose, que ce n'est pas dans leurs droits. Et dans les ateliers d'entrepreneuriat que nous organisons, il y a tout un travail de défaire les croyances par rapport à ces employés pour qu'ils puissent prendre une certaine autonomie. Depuis le jour où nous commençons l'école, on nous fait croire que le système, l'école, l'entreprise va s'occuper de nous. Et ceci parfois marche lorsque les alignements entre les besoins de l'entreprise et ceux de l'employé sont identiques, mais à un moment donné, si l'entreprise doit choisir entre elle-même et l'employé, elle choisira l'entreprise. Et c'est là que je rencontre des personnes souvent un peu désillusionnées. Okay ? Donc dans ce monde-là, j'aimerais passer de l'éléphanto attaché à quelque chose d'un peu plus dynamique, l'éléphant qui prend ses aises, qui prend son autonomie et qui se déplace de ses propres moyens, qui fait ses propres choix. Dans chaque atelier, nous essayons d'identifier les souhaits, les regrets des personnes sur leur lit de mort. Et c'est très utile de penser à ceci. J'ai personnellement accompagné ma grand-maman sur son lit de mort et c'est un moment très, très émouvant. Et collectivement, à chaque fois, nous savons exactement quels sont ses souhaits. Nous savons ce que les personnes désirent. Ok ? Ce qu'elles auraient voulu faire autrement. Et ce qui est incroyable, c'est que collectivement, nous arrivons à faire sourcer ces 5 souhaits des personnes sur leur lit de mort. Et jusqu'ici, en 10 ateliers différents, il y a eu 0 fois quelqu'un qui a dit quelque chose qui n'était pas dans cette liste. Donc collectivement, nous savons très bien ces informations. Nous les connaissons très bien. Je vais vous les donner. Le premier, j'aurais aimé me laisser être plus heureux. Ça, c'est vraiment attaché à la croyance. Je suis là pour souffrir et c'est normal de souffrir en étant payé en tant qu'employé ou en tant qu'indépendant. D'ailleurs, c'est pas spécifique aux employés. Le quatrième, j'aurais aimé rester en contact avec mes amis. Je me permets de rajouter ma famille. C'est une personne qui a passé 8 ans d'ailleurs au pied de personnes en fin de vie, qui a compilé cette liste, qui est assez incroyable. La troisième, j'aurais aimé avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments. C'est pour ça que dans toutes les formations que j'organise, dans toutes les formations que j'anime, je crée un lieu, un espace de sécurité émotionnelle où nous pouvons exprimer nos sentiments, nos faiblesses, ce que nous vivons. D'accord ? Et ceci crée un lien très très fort entre les participants, aussi avec moi, mais en particulier entre les participants. Le deuxième, j'aurais aimé ne pas avoir travaillé autant, selon la définition surtout qu'on donne au travail. Moi, je vais vous avouer quelque chose, je n'ai pas d'employeur sur l'appel, mais quand je n'ai, je dis la même chose. Moi, je suis payé pour être en vacances. Je suis payé pour avoir du fun. Et c'est incroyable et je vous conseille à chacun et chacune de vous de pouvoir vivre ceci. C'est vraiment un changement et moi j'ai vécu l'opposé. C'est ça qui m'a donné autant de plaisir à travailler de manière différente aujourd'hui. Mais le premier est celui de plus loin d'ailleurs, qui aussi m'a un petit peu surpris dans l'ordre. J'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même, pas la vie que les autres attendaient de moi. Pas la vie que les autres attendaient de moi. Les autres pouvant être notre famille, nos amis, notre employeur, la société.
Et au moment que nous arrivons à dépasser cette crainte, dépasser notre croyance à quelque chose de libérant, d'extrêmement puissant qui se passe, et dès lors je peux me connecter à qui je suis. Je mets S majuscule à suis. Ce pourquoi je suis là. La raison pour laquelle je suis ici pour illuminer les personnes autour de moi. Et j'essaie de résumer cette liste, où de nouveau, dans chaque atelier, nous la sourçons de la part des participants sans que je la montre, et nous couvrons chaque fois les 5, parfois avec d'autres mots similaires, et jamais il y a eu quelque chose qui n'est pas dans la liste qui est venu. Mais j'essaie de résumer, la tragédie de la vie n'est pas la mort, mais ce que nous laissons mourir en nous pendant que nous vivons. Citation de Norman Cousins, que j'aime beaucoup. Et chaque matin, j'essaie de me souvenir de cette liste et de cette citation pour m'assurer que je peux être dans quelque chose qui m'inspire. Et dès lors, ça inspire aussi les personnes autour de moi. Donc, en résumé, nous remarquerons rapidement qu'une fois que nous maximisons le temps passé dans nos zones de génie, les jours s'allègent, le travail devient beaucoup plus agréable. Et peut-être encore plus important, ceux qui nous entourent voient une grande différence et nous recommandent pour des tâches que nous apprécions vraiment. Une fois que je suis dans mes zones de génie et que je le sais, les personnes autour de nous le remarquent. Elles commencent à nous recommander, à nous positionner, à nous introduire dans des situations qui font que je peux y maximiser le temps. Je vous donnerai un exemple très concret d'une personne qui gérait une équipe, qui a repris une équipe pendant le Covid et qui a implémenté au niveau de son équipe les zones de génie et l'effet que ça a eu sur elle, sur son équipe et surtout l'effet observable depuis l'extérieur par rapport à son équipe. La boîte à outils, donc nous passons à travers 3 étapes. Les ateliers sont organisés en 3 demi-journées. La première étape est l'identification des zones de génie. Et là, je vais être assez ouvert par rapport à la différence par rapport à d'autres méthodologies. Nous demandons chaque fois à notre entourage d'identifier nos zones de génie parce que pour nous, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile pour 2 raisons. La première, c'est que c'est tellement simple que nous pensons que tout le monde a ses propres compétences. En grande entreprise, moi, j'ai commencé à donner des formations pour remplacer une personne qui ne pouvait pas les donner. Et j'ai immédiatement eu des meilleurs retours de tous les formateurs, y compris ceux qui étaient là depuis longtemps. Et pourtant, j'avais eu 0 jour dans ma vie de formation de comment former des adultes. C'était une de mes zones de génie. Et pour moi, c'était évident. Vous pouvez me donner un sujet, 10 minutes après, je peux le présenter à 100 personnes, ça pose aucun problème. Mais je peux vous dire que mes collègues, en les observant de plus près, c'était pas tous aussi relax. C'était tellement facile que pour moi, j'étais convaincu que tout le monde savait faire ça. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que nous voyons pas non plus comment monétiser ces savoir-faire particuliers. Et le fait de demander à l'extérieur nous dépollue de ce fait que, oui, c'est pas un savoir-faire que monétisable. Je donne dans les ateliers 2 exemples très concrets et très particuliers. Une personne qui adore dessiner, qui a réussi à se repositionner en tant que script graphique. Elle vient de clôturer un gros contrat avec Lego, par exemple. Elle travaille à l'IMD depuis une 15aine d'années en tant qu'indépendant. Elle étant en script graphique, elle gagne très bien sa vie, elle est très appréciée. Une autre personne qui adore la musique. Que faites-vous en tant que musicien? Vous pouvez essayer de gagner de l'argent avec un groupe, vous pouvez essayer de devenir les prochains Rolling Stones. Pas évident. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il anime des ateliers en entreprise pour créer un lien entre les personnes où il fait chanter des équipes ensemble. Et là, je peux vous dire que, point de vue connexion émotionnelle, point de vue vulnérabilité, vous créez quelque chose de magique. Ça, c'est des exemples de repackaging de zones de génie. Donc, le fait de demander à notre entourage nous dépollue de nos propres croyances sur notre unicité. Nous demandons spécifiquement quelle tâche est-ce que tu vois que je fais de manière tout à fait naturelle qui, pour toi, sont en fait très difficiles. Et nous demandons à une 20aine de personnes, différents groupes de personnes. Une fois que nous avons ces retours bruts, nous les compilons, nous les agrégeons pour finir avec une liste que vous voyez ici, 3, 4, 5 zones spécifiques de génie. Et ensuite, nous mesurons le temps que nous y passons. Et là, c'est l'électrochoc. C'est l'électrochoc. En moyenne, les personnes passent 15, maximum 20% de leur temps dans leur zone de génie. Aucune entreprise au monde marcherait si elle utilisait ses ressources les plus importantes de manière aussi inefficiente. Aucune. D'accord? Effectivement, Jacqueline, ça ressemble au concept de l'ikigai, je confirme. Après, il y a une question de comment le mettre en pratique et comment le sourcer. Dans le concept de fond, effectivement. Après, c'est les sourcer pour les personnes autour de nous et comment mettre en plan d'action. Le troisième point, c'est comment actionner. Parce que connaître ces zones de génie et savoir qu'au fait, on y passe très peu de temps, c'est même un peu déprimant. C'est pas forcément un progrès. Et ensuite, nous mettons un plan en place à 5 étapes, 100 jours,
qui permettent vraiment de mobiliser ces zones de génie. Et là, on voit des transformations extrêmement importantes. Je vous donnerai quelques exemples après. Donc, c'est vraiment un plan d'action et nous nous retrouvons à plus 1 mois, plus 2 mois, plus 3 mois. Et ceci permet de prendre des engagements vis-à-vis des autres participants et de s'assurer que nous passons effectivement un maximum de temps dans nos zones de génie. Les conseiller d'ailleurs de mesurer de manière régulière le temps que nous y passons. Donc, la boîte à outils, connaître, identifier, distiller, ensuite mesurer et surtout actionner. Ces 3 étapes-là. Je vais vous donner 2 exemples. Un, c'est Esther Outil qui a dynamisé ses équipes avec leur zone de génie pendant Covid. Donc, pour être clair, elle a repris une équipe, elle est passée de G à ABB pendant Covid. Une équipe dont certains des membres, elle n'a jamais pu rencontrer en personne. Elle a repris cette équipe-là. Et elle a utilisé les zones de génie de sa propre équipe pour stimuler, responsabiliser et engager son équipe. Les membres se sont spécialisés dans la compétence énergétisante. Et je vais être très clair, je vais pré-répondre à quelques questions déjà reçues. Chez ABB, la job description ne peuvent être changées qu'une fois par année. Et vous êtes noté et récompensé par rapport aux objectifs atteints dans les job descriptions. Je ne parle même pas du dénommé du poste. Je parle de la job description, du responsable de A, B, C et D. Donc ça, c'est inchangeable. Et pourtant, elle a réussi à spécialiser sa propre équipe dans des points qui leur donnaient plus d'énergie. Et l'effet était des résultats très visibles autant à l'intérieur de l'équipe et surtout à l'extérieur. On est rapidement venu lui dire « Mais qu'est-ce qui se passe là chez toi? Il y a quelque chose de magique, explique-nous. » Et du coup, elle répand ce savoir-faire d'implémenter les zones de génie au sein d'autres équipes à l'intérieur d'ABB. Ça, c'est un exemple. Une personne qui a géré les équipes après, évidemment, avoir connu ses propres zones de génie à elle. Une autre personne, c'est Michael Angram, qui a participé en avril 2020, au premier atelier d'ailleurs, et il a mis en place, à l'époque, le graphisme n'était pas aussi perfectionné qu'aujourd'hui, et il a mis en place ces 5 étapes. Il voulait lancer une marque d'habits d'ultra trail qui soit durable. Et comme je dis durable, j'entends, ils utilisent des filets de pêche récupérés dans la Méditerranée pour créer les habits, à tel point qu'on recycle et en boucle fermée, en cradle to cradle. Il avait comme objectif de lever 40 000 francs sur une plateforme de crowdfunding quelques mois après. Moins d'une année après, il a créé la marque, il a créé les habits, il a créé des collections. Et en avril 2021, il a lancé la plateforme de crowdfunding, il a levé 56 000 francs par rapport à cette plateforme. Et aujourd'hui, j'ai été voir sur son site il y a 1 semaine ou 2, il n'y a plus d'avis disponibles. Il est en train de refaire des collections simplement parce que tout a déjà été vendu. Donc ça, c'est un exemple d'une personne qui accessoirement était responsable production chez Rolex. Un job que des milliers de personnes dans la région aimeraient avoir. Et ce milieu-là ne lui convenait plus, simplement parce qu'il passait pas assez de temps dans ces zones de génie. Donc, les identifier et mis en pratique. Donc, j'aimerais vous demander votre aide par rapport à ceci. Je vois l'impact extrêmement puissant que l'implémentation, la mise en action des zones de génie a dans les 100 participants aux ateliers jusqu'ici. Et pour moi, ce serait très utile, important et impactant pour les personnes autres que ces 100 personnes-là pour pouvoir le faire elles-mêmes. J'aimerais vous donner les moyens à vous et à votre entourage de mettre en œuvre les zones de génie. Vous et vos amis, vous pouvez vous inscrire simplement sur les ateliers. Donc, on a des ateliers qui démarrent dans 1 semaine. On a exprès organisé ce webinaire aujourd'hui pour qu'il y ait le temps de vous inscrire et de commencer à sourcer ces informations autour de vous. Donc, l'atelier qui commence dans 1 semaine est en anglais. Ceux de juillet en septembre, on va essayer de lancer pour la première fois un atelier, un Summer Bootcamp. L'été est peut-être un moment de réflexion, il y a un peu plus de temps. On va essayer de lancer un atelier où des personnes pourront participer pour vraiment mettre à profit ce temps pour réfléchir, mesurer et actionner le temps qu'elles passent dans leur zone de génie. Il y a aussi un atelier en septembre, si vous préférez passer vos vacances ailleurs, c'est aussi possible. Et pour des équipes et des entreprises, je vous propose de me contacter directement sur LinkedIn. Je vois l'effet que ceci au sein d'une entreprise. Je vois l'effet pour l'entreprise elle-même, pour les employés, pour les managers. Le fait d'implémenter ces zones de génie, la puissance que ça a, dans l'engagement, simplement la joie, la productivité des personnes. Donc, il y a un bienfait pour les employés, mais aussi pour l'entreprise elle-même. Pour les managers, c'est vraiment quelque chose de magique.
Donc, n'hésitez pas, on va partager ces informations avec vous encore à la fin du webinaire. Et au grand plaisir de vous entendre. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, André, pour cette présentation qui nous fait tous envie, en tout cas à moi, de participer à votre atelier dès demain. Donc, je passe la parole maintenant à Elsa pour la suite de la présentation et avant de passer aux questions. Est-ce que c'est tout bon? Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, ok, formidable. Alors, pour me présenter donc, la thématique aujourd'hui que je vais vous adresser pendant ces 10 minutes, c'est justement adresser ma vision de l'employabilité et les différents outils qui peuvent aussi être mis en place autour de cette thématique dans un contexte post-Covid. Alors, pour me présenter, moi, j'ai une expérience de plus de 10 ans dans le recrutement. Je participe également comme formatrice à une mesure du chômage du canton de Vaud pour former les 50 et plus dans leur démarche de recherche d'emploi. J'ai aussi participé ces 2 dernières années à un projet de recherche soutenu par la Confédération autour de l'employabilité avec la HEG, le groupe Richemont et les SIG. Et enfin, j'ai créé il y a 6 ans la société Axiom, où on projette le monde du travail de demain en accompagnant donc, les entreprises aujourd'hui. Et grâce à ça, j'ai la chance d'être aux avant-postes des transformations. Et en 10 minutes, donc, je vais essayer de tenter de vous ouvrir de nouvelles pistes pour compléter ce que mes collègues ont précédemment présenté. Je vais aller rapidement sur le contexte. Quelques éléments chiffrés. Alors, sans surprise, effectivement, on a constaté une baisse de plus de 20% en comparaison annuelle des offres d'emploi pendant donc, toute cette phase de crise sanitaire. Pendant cette phase de crise sanitaire, toutefois, on a une augmentation des postes temporaires de plus de 25%. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que malgré tout, là, dans les mois en ce moment, on voit une augmentation de 5,6% des offres d'emploi publiées. Donc, une dégringolade en termes de postes ouverts actuellement, enfin pendant la crise. Pour autant, on voit un rebond, un léger rebond qui commence à se profiler. Bien sûr, on a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres. Je pense notamment à la restauration, à l'hôtellerie, au secteur du luxe. Et ça a été aussi une aubaine pour d'autres secteurs, notamment au niveau informatique, au niveau du marketing, de la communication et d'autres. Cette période de crise sanitaire, ça a été aussi très intéressant au niveau du virage technologique qu'ont pris les entreprises, mais également en termes de remise en question des routines aussi et comment dire, de nos modes de travail actuels. Isabelle en a parlé en parlant justement des différentes habitudes qu'on pouvait avoir. Et ça a été en tout cas une aubaine à ce niveau-là. Donc ça a permis de faire péter, pardonnez-moi l'expression, mais péter un certain nombre de croyances limitantes dont parle aussi André dans sa présentation. Et puis, un chiffre qui a également été présenté par mon collègue juste avant, mais qui pour moi est extrêmement important, c'est que 50% de tous les employés auront besoin d'une requalification d'ici 2025. Donc, on revient sur ce fameux chiffre du World Economic Forum. Et ça, c'est vraiment, ça va se démultiplier à mesure que l'adoption des technologies augmentera. Et ce qu'on constate aussi, c'est que voilà, la pensée critique et la résolution de problèmes figurent en tête de liste des compétences qui, voilà, selon les employeurs, vont monter en importance. Alors, bon, maintenant, j'essaie de passer juste la slide. Maintenant, prenons le scénario suivant. Quelle que soit votre place dans la société, au sens civique du terme, ou dans l'organisation, vous savez que ça arrive, vous ne savez juste pas quand, ni quoi, ni comment vous y prendre, et vous souhaitez développer votre employabilité ou celle de vos équipes. Sachez une chose, c'est que ce n'est pas parce que cela nous est inconnu, ce n'est pas forcément vers quel type de compétences on pourrait aller. Et pour autant, si vous travaillez vos zones de génie, voilà, peut-être que vous aurez davantage d'informations par rapport à ça, mais ce n'est pas parce que ça nous est inconnu qu'on ne peut pas s'y préparer. Aussi, donc, pour parler
d'employabilité et pour donc, développer notre compétitivité personnelle au travail, il faut que la valeur personne soit alignée avec la valeur prétendue de l'entreprise. Et pour développer la valeur personne, on peut bien évidemment se former. Sauf que pour dire que pour développer son employabilité ou celle de ses équipes, il faut se former, pour moi, c'est trop simpliste et insuffisant. Vous avez probablement tous suivi un cours en ligne que vous n'avez pas fini. C'est effectivement ce que disait Isabelle. On a des chiffres Coursera qui nous disent que 80% de la population ne vont pas forcément au bout des MOOC, donc qui sont ces fameux cours en ligne. Vous avez aussi probablement assisté à des formations où seul 30% du contenu qui vous intéressait, vous intéresser et aller être utile aussi sur votre poste ou sur votre future activité. Bref, si un des axes majeurs pour développer l'employabilité, pour préparer justement les transformations pour pouvoir se positionner, c'est la formation, alors, et ça c'est notamment un des constats des travaux de recherche autour de l'employabilité, il nous faut repenser la formation. Et un des leviers, c'est de se dire, notre objectif, ce n'est pas de se former, mais c'est d'apprendre. Et c'est une toute autre philosophie. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas là pour dire notre cours, mais s'assurer derrière que ce qu'on va apprendre va nous être utile. Et notamment, on a pour ce faire couplé une méthode, donc c'est des méthodes qui existent, le micro-learning et l'adaptative learning. Le micro-learning, c'est quoi? C'est des micro-capsules vidéo entre 1 et 3 minutes qui vous permettent d'incorporer des concepts de façon très courte. Et l'adaptative learning, c'est quelque chose qui vous permet de s'assurer que le contenu que je vais vous pousser, c'est du contenu, 1, qui va vous être utile, 2, c'est du contenu que vous ne connaissez pas aussi, parce que ça peut vous être utile, que vous ne connaissez pas. Et on va aussi s'adapter à votre rythme d'apprentissage. Il se peut que certaines personnes, on leur dit une fois les choses et c'est intégré. D'autres personnes, il faut leur répéter toutes les 2 semaines. D'autres personnes, c'est une fois plus 6 mois après. Donc voilà, donc on va aussi s'adapter à notre niveau d'apprentissage. Et là, on passe, et ça c'est aussi quelque chose qu'on voit poindre de plus en plus, c'est qu'on ne parle plus de formation continue, mais on parle de formation en continu. Alors, du point de vue, si vous souhaitez développer aussi l'employabilité, j'ai envie de dire, de vos équipes, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de se dire, la première chose, alors, et ça c'est valable aussi pour tout le monde, indépendamment du fait que vous ayez une équipe ou pas, c'est de se dire, commençons par regarder vers le futur. Vous avez effectivement fait ce travail de connaissance de vous-même, mais c'est de se dire aussi de quoi le monde a besoin. J'ai vu passer, on a parlé de l'ikigai, c'est aussi quelque chose qui est traité à travers l'ikigai. Mais le fait de regarder vers le futur, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est quelque chose qui permet aussi de développer son agilité intellectuelle. Et c'est notamment, moi, une des questions que je pose en tant que recruteur, de dire comment vous voyez l'évolution de votre métier et quelle est la veille que vous faites pour pouvoir vous informer quant aux prochaines évolutions du métier. Donc, ça permet aussi de voir un peu le niveau de maturité au changement qu'aura la personne, son agilité aussi à adresser les changements futurs. Ensuite, c'est de se dire, prépare ta transformation. Vous connaissez probablement tous Simon Sinek qui nous dit « Start with why ». Moi, j'ai un de mes confrère qui est donc responsable du recrutement au CICR, Michel Guy-Bergeret, qui prône le Start with You. Déjà, commence par ta transformation, par changer ce qui se passe dans ton environnement pour pouvoir aussi influencer les différents changements qu'il peut y avoir dans ton entourage. Ensuite, c'est de se questionner aussi sur le savoir devenir. Alors, le savoir devenir, ça c'est un concept qui, pour moi, est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, typiquement, le savoir devenir, c'est des compétences qui sont inexploitées dans l'environnement de travail actuel. Typiquement, vous savez parler japonais, mais le japonais ne
ne vous est pas utile dans votre environnement de travail actuel, mais pour autant, il pourra être utile dans votre environnement de demain. Et donc, du coup, ça présuppose de pouvoir collecter aussi ces compétences au niveau de l'organisation pour se dire, OK, c'est quoi le patrimoine de compétences que je peux avoir dans mes équipes pour pouvoir aussi dessiner le futur. Autre chose, et ça, c'était aussi pour venir sur l'agilité intellectuelle et se préparer dans le futur. Moi, je me souviens que régulièrement, j'invite les équipes à dire faites en sorte que votre métier disparaisse. Parce que ce qui est possible demain, en fait, si c'est possible aujourd'hui, ça le sera forcément demain. Donc, en vous préparant à ça, en développant des compétences supplémentaires, en essayant de conjuguer potentiellement des technologies et vos compétences, votre patrimoine de compétences, vous allez en tout cas être moteur dans ces prochaines actions. Enfin, être un facilitateur dans le réseau. Pour moi, ça, c'est quelque chose aussi qui est assez clé, c'est de se dire, aujourd'hui, on a notre activité, mais notre activité et nos compétences qui sont interdépendantes probablement avec d'autres compétences et qui ont un impact sur un écosystème beaucoup plus global. Et avoir conscience de cet écosystème est extrêmement précieux. Pourquoi? Et ça présuppose d'aller échanger, d'aller partager avec d'autres métiers, de s'inspirer aussi, de ce qui se fait aussi ailleurs pour pouvoir enrichir nos propres compétences. Et enfin, créer la connaissance de soi chez les autres. Vous avez probablement une connaissance de vous-même, mais être capable aussi d'identifier, et c'est d'ailleurs, je rebondis sur ce que disait André en disant, on fait aussi appel à notre entourage pour pouvoir identifier nos propres zones de génie. C'est aussi avoir ce réflexe-là de donner du retour aussi à votre entourage, de dire, tiens, il y a quelque chose que j'ai remarqué chez toi, que tu fais parfaitement et voilà, sur lequel tu es à l'aise. Et je pense qu'être aussi dans cet état d'esprit de communication aussi sur les zones et sur l'amélioration des connaissances des autres. Au niveau à votre niveau aussi, c'est de se dire ne pas compter sur l'organisation pour développer vos propres compétences ou ne pas compter sur votre manager pour pouvoir vous dire l'organisation évolue comme ça, donc du coup, il faut que tu te formes de cette façon-là. Mais c'est vraiment aussi être, encore une fois, moteur, être proactif dans votre démarche de formation et dans votre démarche d'apprentissage, dans votre démarche de développement pour pouvoir aussi ne pas subir en fait toutes ces situations-là. Et une des choses, et ça, on voit qu'il y a notamment des initiatives qui sont en train de se développer de plus en plus. Je pense notamment à Lausanne, à l'école 42, qui est une école spécialisée qui permet à des candidats qui ont une forte motivation ou des aptitudes cognitives et des compétences comportementales spécifiques au digital de se former par elles-mêmes. À Genève, il y a aussi la formation digitale de Réalise. Donc, indépendamment de ce que peut vous proposer l'entreprise, vous avez la possibilité, en tout cas, il y a des dispositifs qui existent pour que vous puissiez monter en compétence sur ces sujets-là. Sois humain, utilise ton réseau, c'est aussi de se dire, ne pas attendre aussi de se retrouver dans une situation de chômage pour faire appel à son réseau, faire appel à son réseau professionnel, mais c'est dès aujourd'hui commencer à être dans cette logique de partage, cette logique aussi de mise en avant. Et ça, c'est quelque chose que je souhaitais compléter par rapport à la présentation d'André. C'est magnifique d'identifier ces zones de génie. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a des personnes qui sont extrêmement conscientes de leurs compétences, mais pour autant, ils ne sont pas en capacité de pouvoir en parler ou ils ne sont pas en capacité de pouvoir marketer un peu tout ça ou de pouvoir se mettre en avant aussi par rapport à ces zones de compétences et ces zones de génie, pardon. Et le développement de ce qu'on appelle le personal branding, donc sa marque personnelle, est aussi quelque chose qui est extrêmement précieux dans une démarche d'employabilité. D'autant plus que aujourd'hui, ce qu'on constate, et notamment dans un contexte post-Covid, je vous ai donné quelques éléments concernant les offres d'emploi, mais on a constaté, d'ailleurs en préparation de ce webinaire, c'est que le marché gris, donc qui est le marché des offres d'emploi non visibles,
c'est développer. Donc, ça veut dire quoi? On a du job grâce aux différentes connaissances qu'on peut avoir ou grâce à de la cooptation, donc voilà, des recommandations ou à travers ce qu'on a pu publier sur LinkedIn, ce genre de choses. Je vois le temps qui défile, je vais me dépêcher. Je suis souvent aussi interpellée de se dire, OK, mais dans ce cas-là, on va développer, on va identifier nos zones de génie, on va développer nos compétences. Et puis, moi, j'ai une expertise et pour autant, quelle est ma place dans ce monde de travail face à cette expertise, ces compétences qui évoluent de plus en plus, l'obsolescence aussi potentielle de mon expertise versus la multipotentialité. Alors, mon parti pris, c'est de se dire, globalement, la multipotentialité, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux dans les organisations. Les entreprises, de plus en plus, vont développer la multipotentialité de leurs collaborateurs. Donc, aller chercher vraiment à développer davantage de couches de compétences, de sorte à développer l'agilité et de se dire, globalement, les collaborateurs que j'ai en interne ont ce patrimoine de connaissances de mon organisation et pourront être à même à occuper mes futures activités. Et mes experts, je vais les utiliser plus dans un écosystème élargi et faire appel à des indépendants, à des freelances, etc., à des compétences extrêmement pointues. Donc, pousser les murs de la culture d'entreprise, travailler avec un écosystème élargi, développer les multicompétences au sein de l'organisation et faire appel à des expertises plus à travers un écosystème externe. Je vous remercie. J'arrive à la fin de cette présentation. Pour finir, je vous demande de vous interroger sur qu'est-ce que vous avez retenu pendant ce webinaire. Et puis, André nous parlait de l'éléphant. Moi, j'aime bien aussi l'allégorie de l'éléphant. Et je dis souvent qu'un éléphant, ça se mange cuillère par cuillère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est aussi la théorie des petits pas. À un moment où vous voyez les vrais, c'est de vous dire, voilà, une chose à la fois pour pouvoir aboutir au résultat, à savoir développer mon employabilité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Elsa. Nous allons passer aux questions parce que vous en avez eu un certain nombre et ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc, permettez-moi juste de partager mon écran. Et nous en avons récolté un certain nombre. Je vais mettre en plein écran. Que vous aviez effectivement mentionné durant votre inscription. Alors, je pense qu'il y a déjà beaucoup de questions qui ont été répondues durant l'événement lui-même, mais peut-être, effectivement, Isabelle, aimeriez-vous rebondir sur l'une ou l'autre de ces questions qui n'ont peut-être pas été traitées assez profondément? Bon, peut-être dans la partie comment adapter sa zone de génie dans un poste existant, ça c'est aussi une question que je m'étais posée personnellement en disant mais oui, finalement on a beaucoup de contraintes, il y a un cahier des charges, etc. Mais finalement c'est des barrières qu'on se met soi-même et vraiment il y a matière à discuter, il y a matière à réaménager peut-être certains postes de travail dans le sens où on répartit différemment des tâches ou des responsabilités aussi. Et pour pouvoir le faire, il faut vraiment identifier les zones de génie. On est obligé de passer par là. Parce qu'autrement, on reste, on a cette fâcheuse tendance à rester sur les zones d'excellence et c'est vraiment, mais vraiment pas la même chose. André, est-ce que vous aimeriez choisir peut-être une des questions qui vous tient à cœur parmi cette série et à laquelle vous n'avez pas déjà répondu? Oui, effectivement, j'aimerais peut-être rebondir là-dessus pour la question 9. Quel rôle pour l'entreprise et quel rôle pour le collaborateur dans la gestion de carrière? Faites très attention, hein. L'entreprise vous fait croire que vous êtes le centre et qu'elle est là pour votre bien-être et s'occuper de vous. Ça, c'est vrai jusqu'au moment où elle doit prendre une décision de elle contre vous. Et dans ces cas-là, elle prend elle, et je crois autant Isabelle qu'Elsa ont souligné ce point-là. C'est vraiment, c'est un nouveau monde, hein. C'est à nous de nous prendre en charge et de prendre en charge nos propres formations et on peut pas compter sur notre employeur pour le faire. Dans ce contexte-là, je pense que la discussion dont vient de parler Isabelle est extrêmement précieuse avec son manager, mais aussi avec les RH.
si en introduisant la notion de zone de génie à votre manager et ou à vos RH, et ça résonne, et dès lors, ils commencent à implémenter ça dans votre équipe, dans votre entreprise, il y a quelque chose de très puissant. Si pour eux, c'est une notion complètement allumée et que ça sert à rien, et puis que ma foi, de toute façon, vous êtes que là pour souffrir puis obéir, c'est peut-être un signe et il faut en faire quelque chose assez rapidement. Donc pour moi, pour avoir cette discussion, c'est justement l'outil qui va vous permettre de mieux identifier au sein de votre employeur quel esprit et quelle vue est-ce qu'il a à long terme sur ses employés. Donc c'est un excellent outil de conversation et dire, moi, je sais maintenant que sur le zone du génie, c'est ABC. Comment est-ce que je peux maximiser mon output pour l'entreprise, hein? L'entreprise, il gagne aussi. Commencez par donner une raison par rapport à l'entreprise. Et vous verrez, si ça résonne, c'est super. Et là, vous avez un avenir co-construit d'ailleurs. Et si la réaction est super négative et pas du tout, ou des yeux qui roulent ou un blanc complet, c'est un signe. Hein. Donc voilà, moi j'aurais cette conversation très rapidement. Et d'ailleurs, j'aurais dû l'avoir avec mon employeur. Je ne connaissais pas les notions de zone de génie à l'époque. Elsa, le mot de la fin, quelle question est-ce que vous aimeriez traiter par rapport à celles qui sont posées là et qui vous tiennent à cœur ou qui n'ont pas été vraiment approfondies? Alors peut-être comment valoriser ces zones de génie auprès des recruteurs. Pour moi, il y a aussi tout ce travail, ce que je disais, de structurer ses propos, de clarification, de donner des exemples. On est dans un monde où justement le recrutement, c'est aussi une gestion de risque. Et donc, c'est important de pouvoir créer cette confiance et de s'assurer dans une démarche de contractualisation, effectivement, qu'on est au clair par rapport à notre environnement et qu'on a été en capacité de l'exposer de façon extrêmement claire aussi auprès d'un potentiel employeur. Donc, donner des exemples, être précis. Magnifique, merci beaucoup. Je signale juste encore une deuxième fois les liens où vous pouvez contacter André ou vous inscrire pour les cours de cet été. Et avec ce petit mot de la fin, je vous souhaite un bon appétit et une bonne continuation à tous. À très bientôt et bon été à vous. Parfait. Je vois, Suzanne, qu'il y a encore une question qui est ouverte sur le chat. Est-ce qu'on peut encore rester un petit moment en ligne pour y répondre? Je pense que ce n'est pas une bonne idée, André. Je pense qu'on peut faire des questions en bilatéral peut-être dans un deuxième temps parce que je vais respecter l'horaire, si tu permets. Et il est 13h01 à la Suisse. Pas de problème. À tout bientôt. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.